Bienvenue pour le premier Intensément Sarthe de l'année. Je voudrais présenter mes voeux à tous nos habitués. Les remercier d'être fidèles à cette émission. Vous êtes effectivement très nombreux. À l'issue du sondage que nous avons fait au mois de décembre, on a pu constater cette extrême fidélité des téléspectateurs de LMTV à certaines émissions, à la quasi-totalité, il faut bien le dire. Bon, allez... le programme de cet Intensément Sarthe, dans un instant, nous allons découvrir une compagnie de chemin de fer. Ah oui, la compagnie de chemin de fer de Semur-en-Vallon. C'est vrai, c'est pas une plaisanterie, c'est une association et elle nous a ouvert en quelque sorte ses portes. On la découvrira en détail dans un instant. Il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelait le petit train de Semur-en-Vallon, mais qu'on appelle maintenant le musée au train. Enfin, vous comprendrez tout ça dans un instant. Un sacré chantier en tout cas. On parlera également de Main Découverte qui est sorti au mois de décembre. On devait recevoir Gilles Kervelat, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, car il connaît quelques petits soucis de santé aujourd'hui. Et du coup... on en a profité pour inviter un de ceux qu'il a voulu mettre en avant dans cet ouvrage. Il s'agit de Jean-Marie Guivarch, Arbres à cames et poils de martre. C'est un dessinateur très talentueux, tout simplement. On va découvrir dans un instant. Et dans Sarthe toujours, premier festival nature et environnement qui est organisé par une association qui a un nom tout à fait sympa et dont on reçoit la présidente et l'un des membres, Chantal Blossier et Joël Bourg. Et puis enfin, c'est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont celui-ci qui vient tout juste de sortir, qui est notre invité intensément sartois, on devrait dire sartoise, puisqu'il s'agit d'une femme, Angélique Houlbert. L'ouvrage en question, c'est Stress, les solutions naturelles, mais vous le savez, elle est diététicienne et nutritionniste. Une carrière passionnante, vous allez découvrir cette personnalité, alors 100% sartoise. Dans un instant, c'est parti. Alors Christian Potier, vous m'avez dit, on ne parle pas de la compagnie de chemin de fer de Semur-en-Vallon, mais je trouve ça tellement amusant, ce serait quand même dommage. Vous en êtes le président. Bonjour Monsieur Potier. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Oui, on ne parle pas de la compagnie, c'est pas qu'on ne parle pas, c'est qu'on est connu sous le nom de Petit Train de Semur-en-Vallon. Bon, et voilà. Bientôt sous le nom de Musée au Train, non ? Musée au Train existe déjà depuis presque 30 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient un pan important, un département important de notre association. Donc le Musée au Train, ça va être connu sous le nom de Musée au Train, d'ailleurs avec un nom qu'on y rajoutera. Alors on va en parler dans un instant évidemment, je vous avais demandé si possible de venir avec quelqu'un, et puis alors, à ma grande surprise, elle a dit, bah oui, je vais venir avec quelqu'un que vous avez interviewé il y a très longtemps, quand il avait 8 ans. Et c'est Christian, non c'est pas Christian, c'est Pierre. C'est Pierre. Bonjour Pierre. Bonsoir. Vous êtes Pierre Potier. C'est ça. On peut le dire. C'est la suite de la famille, hein. Robert, Christian, Pierre. À 8 ans, c'était donc dans une émission qui s'appelait Opinion sur rue. C'est ça, sur Canal 8. Sur Canal 8, bravo. C'était en quelle année alors ? Écoutez, j'ai 24 ans, donc si... À la fin des années 90. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, et vous êtes resté dans l'association, tout à fait. Passionné, comme tous les autres. Tout à fait. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais c'est plus avant tout du plaisir. Et donc, voilà, on n'y va pas contraint, on y va par plaisir. Et vous êtes nombreux. Alors, on est aujourd'hui 70 adhérents, c'est-à-dire 70 personnes membres de l'association. Ça ne veut évidemment pas dire 70 personnes qui sont actives réellement sur le terrain, mais 70 personnes cotisent à l'association et on va dire qu'on est une bonne cinquantaine à travailler plus ou moins sur l'association. Alors, on va voir évidemment des images de ce petit train de Semur-en-Vallon. Vous l'avez fait sacrément évoluer. En 2000, donc un peu de temps après que je vous ai interviewé, c'était quoi, 1500 visiteurs, c'est ça ? Oui, là, environ 1500 visiteurs, oui, tout à fait. Par an. Aujourd'hui, c'est... Alors après, on a progressé tranquillement. En 2010, on est arrivé à 5000, ça a été stationnaire un petit peu. Et là, la saison 2013 a vu 6500 visiteurs. Ouais. Objectif ? Alors l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, pour être reconnu comme un site, on va dire professionnel, malgré qu'on soit associatif, c'est 10 000 visiteurs. Donc on essaiera d'aller vers 10 000 visiteurs. Ça a deux raisons. D'abord pour être reconnu en tant que tel. Et puis la pérennisation de l'association passe par l'embauche d'un salarié. Or là, l'embauche d'un salarié nécessite évidemment des finances. Et à partir de 10 000 visiteurs, nous aurons suffisamment les moyens pour nous payer un salarié. Bon, on fait un petit peu d'historique, hein, si vous le voulez bien. Cette association a été créée quand ? Alors cette association est particulière dans la mesure où elle a vu le jour au milieu des années 60.
officiellement le 11 janvier 1968, mais elle avait déjà commencé 2 années précédemment. Et en fait, c'était pas du tout chemin de fer au départ, c'était une idée simplement d'une poignée de bénévoles à Semur-en-Vallon qui avaient voulu reproduire ce qui se passait à Sillé-le-Guillaume Coco-Plage. Parce qu'au milieu des années 60, voilà, au milieu des années 60, on est dans une demande de loisirs liés à l'eau, pédalo, vedette promenade, etc. Et donc la poignée de bénévoles, donc au milieu des années 60, décide de faire un plan d'eau à Semur-en-Vallon avec leur argent et leur temps. Et c'est un succès monumental. On vient de toute la Sarthe à Semur-en-Vallon faire du pédalo, se baigner, etc., la guinguette et tout. Alors comment le rail est arrivé là? Alors comment le rail arrive? Tout simplement, la poignée de bénévoles dit ça serait bien qu'on mette un petit train pour les gamins en plus. Et puis voilà, ça démarre comme ça. On va chez Passenot à Montdoubleau, le ferrailleur du coin. On trouve une vieille loco des bouts de rail et puis voilà, ça démarre comme ça, tout simplement. Alors moi je me souviens du coup de cette émission qu'on a fait ensemble en 97-18 ou quelque chose comme ça, où vous nous aviez expliqué effectivement qu'il y avait 2 types de voies ferrées, pour faire simple, des larges et des étroites. Et vous êtes sur les étroites, c'est ça? Alors nous, on est dans le chemin de fer dit Decoville. Alors, sans faire une grande histoire, sinon, si vous me laissez parler, moi je vous en fais toute la soirée. Je vois bien. Decoville invente le chemin de fer portatif en 1875. Ça veut dire quoi portatif? Parce qu'on pouvait le déplacer autant de fois qu'on voulait. Ah d'accord. Et voilà. Et donc en voie étroite, et en l'occurrence, il a fait de la voie de 40, de 50 et de 60 cm. Et nous, on est dans la voie Decoville de type 60 cm. Pourquoi portatif? Et ce chemin de fer, il servait à quoi? Alors, à l'origine? il servait tout simplement, c'est que Paul Decoville a eu l'idée de créer cette invention pour simplement aller chercher les betteraves dans les champs, parce qu'on ne peut pas y aller avec les tombereaux, c'est trop boueux, etc. Et en fait, il met des morceaux d'échelle, on va dire c'est comme ça au départ, et il fait rouler un petit chariot avec un panier en osier, et on peut sortir tout le matériel, toutes les betteraves des champs. Et alors vous profitez dans ces années 70, 80, 90, vous profitez de la désaffection, j'imagine, de toutes ces installations pour récupérer, dans de bonnes conditions, notamment financières, tout ce matériel qui de toute façon serait parti à la ferraille. Oui, alors l'apogée de Coville, c'est la guerre de 14-18, une stabilité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et le déclin qui vient après, qui va être assez lent en fait, parce qu'en fait c'est les mines en France, les scieries et les carrières qui vont garder longtemps ce matériel-là. N'empêche que nous, à partir de 1970, on commence à récupérer ce matériel, mais on fait une énorme erreur, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'à l'époque que ça va disparaître très vite. Donc on prend que ce qu'on a besoin. Et quand on se réveille fin des années 1990, on découvre que tout est parti. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus du tout de chemin de fer de Decoville à récupérer. Bon, non, mais sauf que heureusement vous êtes là. J'imagine qu'il y en a d'autres en France qui ont eu la même idée que vous. En chemin de fer et voie étroite de type Decoville, on est une trentaine d'associations. D'accord. Mais c'est de la folie. On va voir des photos tout à l'heure de ce que vous faites autour. Là. C'est quand même pas la même implication que dans n'importe quelle association, non? Ah bah oui, c'est du temps, c'est de la volonté. C'est des gros travaux, c'est des chantiers absolument énormes. Tout à fait, oui. Il faut être costaud, faut pas avoir peur de la pluie, de la boue, non? Tout à fait, oui. C'est quoi par exemple votre rôle sur le chantier en question? De tout. C'est la conduite des trains, donc déjà l'été, j'ai des jours de permanence comme les autres, et puis surtout c'est tous les samedis de l'année. À la maintenance, et puis comme vous dites, à tous ces chantiers d'aménagement, etc. D'amélioration. On va détailler tout à l'heure ce que vous avez fait, parce qu'il y a eu un travail important, effectivement. Vous parlez de chauffeurs, enfin des chauffeurs de conduire, je veux dire, ces trains-là. Ils fonctionnent avec quelle motorisation, quel type de moteur? Alors nous, on n'a uniquement des locomotives diesel, donc moteur diesel. On n'a pas de machine à vapeur, parce que tout à l'heure... Donc vous n'êtes pas chauffeur, alors? Non, je ne suis pas chauffeur, on est mécanicien dans ce cas-là, on dit. D'accord. Donc... non, parce qu'en fait, les machines à vapeur ont complètement disparu, comme vous disiez. Les si peu qui resteraient seraient dans des pays très lointains et coûteraient extrêmement cher à rapatrier. Et puis, on n'avait jamais eu l'occasion d'en récupérer. Donc aujourd'hui, on n'en a pas. On n'a que des machines diesel. Mais bon, cela dit, ça marche tout à fait bien aussi. Alors, l'année 2013 a été une année de transition, puisque c'est une année au cours de laquelle vous avez mis en place des chantiers. Vous allez expliquer ce que vous avez fait précisément. Et avec beaucoup d'humour, vous dites c'était bien pour le public, pour le prix d'un seul billet habituel, il avait droit en plus aux travaux. Voilà, donc en fait, nous, on a créé notre association au fur et à mesure du temps, sans avoir une structure de conduite. Alors, on faisait un bout de voie là, un machin là, un hangar là, enfin voilà, on évoluait. Puis à un moment, on s'est dit, bon, c'est bon, il va quand même falloir structurer tout ça. D'autant qu'en plus, les normes, le précédent auditeur tout à l'heure, enfin, intervenant a parlé des normes qui étaient quand même difficiles, nous, on les subit. Aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, bon, on peut plus
on peut plus continuer comme ça. Problème d'accessibilité, problème de sécurité, problème, etc., etc. Donc il a fallu se restructurer. Et notre musée au train, qui existait déjà, mais qui était dehors, mal accessible, etc., qui était victime du temps, 30 ans dehors quand même, hein, des voitures. Donc à un moment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus continuer comme ça. Donc on arrête. L'aventure s'arrête là, voilà, point terminé. Ou alors, on se retouche les manches et on essaie de trouver des solutions. Mais le problème, c'est que c'était énorme, c'était un chantier. On reprend tout à zéro dans l'ordre et on devise les choses, on essaie de voir quelle valeur ça a. Voilà. 750 000 euros. Voilà, c'est-à-dire que quand C'est on de a la folie quand vous tombez là-dessus. quand on a commencé à faire notre projet, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça soit bien, pour que ça soit aux normes, pour que ça réponde aux caractéristiques d'aujourd'hui, ce qu'attend un visiteur dans le patrimoine, on tombe sur plus de 700 000 euros. On dit, nous, avec notre petite association et nos billets à 4 euros, c'est même pas la peine d'y penser. 4 euros. Bah oui. C'est pas cher. Alors donc, on se décourage et puis on se dit, non, on peut pas abandonner une aventure comme celle-là qui dure depuis 40 ans, au milieu des années 60. Plein de gens ont bossé, les anciens ont travaillé là-dessus. Donc on peut pas. Et donc on se dit, on va essayer de trouver des solutions. Et donc voilà, on part à la guerre. On part à la guerre en 2009 pour un premier coup de pioche qui n'aura lieu que fin 2011, début 2012. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Voilà. Bon, et alors attendez, vous partez à la guerre, vous trouvez des compétences dans les bénévoles, vous trouvez des entreprises qui vous accompagnent, vous motivez, quoi, il n'y a pas de secret, et vous baissez le budget de manière considérable. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'aide des compétences des bénévoles, donc tout le boulot que les bénévoles font encore aujourd'hui, avec l'aide d'entreprises de la Sarthe qui ont dit, OK, il faut qu'on aide ces gens-là, on va les aider, on va venir travailler chez eux, pas gratuitement bien entendu, mais on va pas non plus gagner d'argent, donc on fait des prix vraiment ras des pâquerettes, voire on prête du matériel, voire des choses comme ça. On arrive à baisser le budget de plus de moitié. Et puis les élus derrière ça, qu'on a été évidemment voir, élus de tous bords et de toutes les collectivités, on va pleurer, monter des dossiers, dire il faut nous aider, sinon on va mourir, on va arrêter, quoi. Et donc les gens jouent le jeu. Communauté de communes, pays, département, région, Europe, enfin tout le monde est venu. Voilà, il n'y a que l'État qui n'a pas joué le jeu. Bon. Voilà, l'État, ils n'ont pas de sous. Donc, on sait tout ça. Et bon, c'est pas terminé parce que donc vous avez fait un très très gros chantier. Encore une fois, on l'a aperçu cette année. Il y a encore du travail et des objectifs pour l'année 2014. En fait, il faut qu'on termine ce gros chantier de musée au train pour la fin 2014. On aura encore quelques mois début 2015, sachant qu'on prévoit une inauguration donc au printemps 2015. N'empêche qu'on est dans des calendriers très très serrés. Et vous disiez tout à l'heure que les visiteurs de 2013 ont eu, on leur disait ça, et vous avez beaucoup de chance cette année. Pour le même prix, vous visitez le chantier et le musée, quoi. C'est vrai qu'on était dans le chantier. Et les bénévoles travaillaient toujours pendant qu'il y avait les... Donc on sera moins dans le chantier à l'extérieur, mais on sera un peu à l'intérieur, si je comprends bien. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Dedans, on va être terminé, sauf la scénographie, bien entendu. Mais l'intérieur du musée va être terminé pour la prochaine saison. Par contre, dehors, il y a encore beaucoup d'aménagements, accessibilité handicapée, etc. Donc il y a un gros travail à faire. Alors l'objectif, c'est de proposer une scénographie qui nous permette de remonter le temps, en quelque sorte, c'est ça ? Tout à fait, c'est un petit peu l'idée, c'est quand les visiteurs rentreront dans le musée à l'avenir, l'idée c'est de les plonger dans les années 30 à peu près, de faire un retour dans le temps, qui soit vraiment dans cette ambiance, parce que nos véhicules ferroviaires qu'on a dans notre musée sont quasiment tous de ces années-là, entre 1890 et puis le plus récent il doit être de 1965 à peu près, mais la plupart sont dans les années 30. Donc l'idée c'est bien ça, c'est de les plonger dans cette atmosphère des trains qui n'existent plus aujourd'hui. Bon, est-ce qu'ils ont été un jour aussi jolis que les trains que vous lustrez aujourd'hui, quoi, en quelque sorte, parce qu'ils sont magnifiques, on les voit passer, toutes les couleurs, etc. Ils n'ont jamais été comme ça. Non, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ici, quand même. Il y a des engins, quand ils sortaient d'usine, ils étaient beaux comme ça. Forcément. En couleur, sauf qu'à l'époque, on ne mettait pas des couleurs vives. On mettait des couleurs fades, du gris, du noir, des choses comme ça, du vert. Voilà. Là, c'est quand même plus ludique, c'est quand même plus sympa. Bon, vous êtes là parce que vous avez besoin, on peut le dire quand même, de bénévoles, d'une part, en plus, parce que la 50 c'est bien, actif, mais ça suffit pas, et puis peut-être un peu d'argent aussi. Alors, on a besoin des deux choses. On a besoin d'abord de continuer à étoffer l'équipe. On est une association, donc à ce titre, dans une association, il y a forcément tous les ans des gens qui s'en vont pour des tas de raisons personnelles, etc. Et donc, faut remplacer ces gens-là. Et puis en plus, on l'a dit tout à l'heure, on était au début des années 2000 à 1500 visiteurs, on est arrivé à 6500. Ouais. Vous imaginez bien que la charge de travail n'est pas la même. Donc
Donc voilà, donc alors nous ce qu'on dit aux gens, je dis, venez rejoindre cette équipe super sympa. Venez vous éclater. Voilà, venez vous éclater, venez jouer au train. Il y a des jeunes, parce qu'en général, c'est plutôt des gens retraités qui ont du temps qui non. Non, la preuve, on a des jeunes, on a pire, mais on a d'autres jeunes qui viennent. D'accord. On a des gens qui sont en activité, sachant que pour être bénévole dans notre association, il ne s'agit pas d'être là tout le temps. On considère, nous, que pour être bénévole actif chez nous, c'est 3 jours par an, minimum. Donc ça reste très raisonnable. Bon, quant aux dons, vous avez la chance d'être reconnu d'utilité publique, parce que, je sais pas, oui. Je crois voir C'est-à-dire qu'en fait, comme on préserve du patrimoine, patrimoine ferroviaire, donc à ce titre, on est habilité par le service fiscal depuis 2011 à délivrer donc une attestation fiscale sur les dons qu'on nous fait, qui donne une ouverture, vous savez, 66% ou 60% de réduction des dons d'impôt. Voilà qui est sympa. On va voir apparaître, je pense, l'adresse du petit train sur Internet pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus, mais le mieux c'est de venir. Hein. C'est de venir. Semur-en-Vallon, c'est à combien de kilomètres du Mans ? 40 km environ. Et c'est à côté de quel... Alors c'est dans le triangle, au milieu du triangle, La Ferté, Conneré, Saint-Calais. On est en plein milieu. Voilà qui est clair. Christian et Pierre Potier, merci d'être venus nous présenter la compagnie du chemin de fer de Semur-en-Vallon, qui est donc l'association qui gère ce petit train de Semur-en-Vallon. Vous allez avoir full dans très peu de temps. Vous ouvrez en avril, hein, c'est ça ? On ouvre en avril pour les groupes et au 1er juin pour les individuels. Et tous les jours de juillet et d'août. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, la suite, certains jours sortent toujours.